Ouais. Du coup, j'ai proposé de venir là pendant l'anniversaire faire des images, puis faire un clip avec les images. Du coup, j'ai fait des photos, et puis là, je fais des vidéos. Trop bien. Puis on va voir un peu ce que ça donne. Moi, je travaille beaucoup sur le tas, comme ça, dans les situations un peu. Donc tu te dis, ah là c'est cool de filmer, puis t'as rien prévu pour filmer, mais tu fais quand même. Ouais, exactement. Tu verras ce que ça donne après comme image dans la mise en scène en fait du clip quoi. Ouais, en fait, moi, je pense que la vie est une longue mise en scène. Ah c'est sûr, hein. Goffman. Et du coup, bah, pour moi, le processus, c'est de suivre le scénario qui se passe tout le temps, tu vois. Du coup, mon approche du cinéma, c'est vraiment un truc genre... Dans le réel quoi. Dans le réel, et puis en fait, c'est presque du tourné-monté que je fais, tu vois. Ouais, ça en fait. Ta caméra sur toi, t'as ton appareil c'est ça. photo, il y a des situations, tu fais des photos, tu fais, Ouais. puis après t'en fais quelque chose quoi. Exactement, ouais. C'est trop cool comme approche. J'aime beaucoup. Puis du coup tout est naturel, tout est hyper réel. Moi j'aime beaucoup le cinéma réel aussi en fait. Le reste du cinéma j'ai de la peine quoi. Mais le cinéma réel vraiment qui est proche de la réalité, très proche de la réalité, je trouve ça vraiment cool quoi. J'avale. Ouais. Moi, je t'avoue que je comprends pas très bien pourquoi est-ce qu'on dépense des millions et des millions de dollars et Faire des mises en scène, de francs, ou même juste des centaines de milliers de francs en fait, pour tourner des trucs qui sont genre faux, tu vois. Ouais. Alors qu'il y a tellement à capturer dans le réel. Et que surtout, la plupart de ces mises en scène, elles produisent beaucoup de pression et de pression systémique en fait. Ouais, C'est que... Grave, ça reprend des normes en fait, des normes sociales qui sont de la base des oppressions systémiques. Quoi, exactement, ouais. À fond, ouais. Du coup, bah, pour moi, c'est super problématique de voir aussi, ouais, toute cette thune qui est dépensée. Moi, j'étais figurant sur un tournage il n'y a pas longtemps. Ouais. Et puis tu vois, en fait, je sais pas, je trouve ça indécent. Je trouve ça indécent de dépenser autant d'argent pour filmer 30 fois une scène jusqu'à ce que ce soit genre ok, et puis qu'ensuite ça tourne pour la tête du réalisateur, quoi, tu vois, en plus. Oui, c'est ça, et puis qu'après que ça tourne dans des cinémas à 18 balles la place, ou je sais pas combien. Et qu'en fait, c'est complètement inaccessible, et que, enfin... Je comprends pas en fait le principe, tu vois. Je vois pas en quoi est-ce que ça apporte quelque chose à la société. Moi, quoi. c'est plus de l'art en fait. C'est du commerce, c'est du business. Ouais, c'est ça, c'est de l'industrie. Ouais. C'est l'industrie, exactement. Mais du coup, ouais. Un peu dans la même veine que Adorno et Horkheimer là, sur l'industrie culturelle, quoi. Ouais, j'ai lu un super livre qui s'appelle La domestication de l'art. Ah, je l'ai pas vu. Bon, ça porte pas tant sur le cinéma, c'est plutôt les arts visuels, notamment en France, et un peu tout le processus de blanchiment de grandes marques à travers les fondations pour l'art contemporain. Ouais. Et puis du coup, comment est-ce que des marques comme Vuitton ou Hugo Boss se refont une image après leurs implications, notamment dans le génocide juif de la Seconde Guerre mondiale. Ouais. À travers l'art contemporain, la fondation... Alors, il y a aussi la fondation Cartier. Bon, après Cartier, je connais moins les implications, mais en tout cas Vuitton et Hugo Boss, on les connaît bien, tu vois. Et puis ouais, ça raconte assez bien cette récupération par le capitalisme de tout discours critique qui serait produit par les artistes contemporains. Bah, en fait, c'est exactement ça qu'ils disent Adorno et Horkheimer, qui sont un peu des figures aussi de l'école critique de Francfort, avec Benjamin et tout ça. Sur cette industrie culturelle, quoi. C'est exactement ça qu'ils critiquent. C'est ce mouvement, ce mécanisme qui industrialise en fait la culture, qui en fait un outil marketing, qui en fait un outil où on fait de l'argent et qui est en fait finalement l'épure du message en fait qui est donné à la base d'un mouvement artistique quel qu'il soit, tu vois. Et du coup c'est ça, c'est qu'en fait l'art est devenu une forme de marchandise et n'est plus de l'art, ne véhicule plus un message, n'est plus personnel, n'est plus Oui, c'est ça. et qui s'uniformise aussi. Il y a ce truc aussi d'uniformisation, c'est-à-dire qu'en fait du coup on va faire tout le temps les mêmes films avec les mêmes trames scénaristiques, avec les mêmes effets, les mêmes images, les mêmes façons de filmer, parce qu'en fait ça marche. Et du coup en fait toute la culture devient genre comme des pâtes, quoi.
que tu achètes à la Migros ou à la Coop, mais c'est deux marques différentes, mais tu sens pas la différence, quoi. Ouais. Elles ont la même forme, elles ont le même goût. Et puis voilà. Ouais, la question de l'indépendance de l'art vis-à-vis de l'État ou de l'économie privée, finalement dans ces strates-là de l'industrie culturelle, c'est vraiment c'est de la langue de bois en fait. C'est vraiment, enfin, c'est même plus qu'on se pose pas la question, c'est qu'en fait on en a plus rien à foutre, quoi, tu vois. Il y en a 2-3 qui se posent un peu la question, quoi. Bah ouais, mais c'est après, pas les 2-3 qu'on voit partout. C'est des compromis que tu dois faire avec l'industrie culturelle aussi, tu vois. Oui, le problème c'est que là tu regardes ce qui se passe, tu regardes genre des organismes comme des structures comme Pro Helvetia, qui est quand même le bras armé du néocolonialisme culturel suisse, qui envoie les artistes suisses partout produire sur notamment des territoires du sud global. Et tu vois en fait les artistes qui passent là sur qui sont visibilisés par et financés par Pro Helvetia. En fait toute leur posture ou leur discours critique, on va dire, se fait complètement avalé par ce truc. Clairement. C'est un peu comme le même mécanisme qu'avec les ONG, tu vois. De ce truc d'aller faire de l'humanitaire dehors pour essayer de réparer une faute coloniale, tu vois, et d'arriver dans un truc et proposer un système occidental, une pensée occidentale, ça reproduit un peu ce néocolonialisme aussi en fait. Mais ouais, à fond. Bon, en France, il y a aussi les instituts français. Je sais que les instituts français sont assez présents, notamment en Afrique du Nord. Moi, je les ai vus notamment en Tunisie parce qu'on avait bossé sur un projet de théâtre avec un ami metteur en scène et acteur qui s'appelle Nabil Darsène. On avait bossé notamment à Tunis et puis aussi au Liban, à Beyrouth, sur des créations théâtrales. Puis on a vu en fait de l'intérieur aussi, qu'est-ce que c'est que l'Institut français, une espèce d'extension de l'ambassade qui est une sorte d'Eldorado pour une petite caste d'intellectuels locaux, tu vois, qui est un peu le plus haut truc qu'on peut avoir quand on travaille dans la culture. Quand on est en Tunisie, par exemple, c'est de bosser pour l'Institut français. Ouais, c'est ça. Enfin, si on est dans une démarche vraiment mais du coup, néolibérale, tu vois. Ça marche beaucoup aussi au Liban, ça marche beaucoup en Algérie, ça marche beaucoup au Maroc, pour les instituts français. Puis après, dans d'autres pays arabophones, ça marche beaucoup avec les structures anglaises, quoi. Ouais. Par exemple, la Syrie. La Syrie, c'est beaucoup relié à l'Angleterre et tout ça, mais aussi, tu vois clairement le lien colonial, quoi, qu'il y a eu. Ouais, ce truc, en fait, si tu veux être accepté comme un artiste aussi, du coup, il faut passer par ces structures-là. Du coup, il faut aussi s'aligner à une filière, à une culture cinématographique, photographique, ou je sais pas, mais en fait, de manière générale, culturelle, à des anciens colonisateurs, quoi, à leur art et leur culture et leur façon de faire, tu vois. Du coup, en Syrie, ça ressemble beaucoup à ce qui se passe un peu en Angleterre, et puis tout le Maghreb, un peu, c'est très français aussi dans les façons de faire. Même, on passe par en bas, comme ça. Même des fois, tu vois des trucs, un peu des répliques de vieilles séries B ou séries Z, tu vois, tout pété, mais en fait, c'est exactement les mêmes schémas qui s'est fait en France et ce qui se fait toujours, tu vois. C'est toujours un peu ce truc tu copies, tu vois, et tu n'innoves pas, en fait, tu fais pas ton truc, tu vois. Du coup, tu es toujours calqué sur... Et ça, c'est un peu, à mon avis, ce que Frantz Fanon disait aussi sur le trauma colonial, c'est que le colonisateur, il est peut-être plus là, mais il est toujours dans ta tête, quoi. Et ça se passe de génération en génération. Et tu vois, il y a ce truc de trauma psychique, et du coup, tu rêves... en même temps, c'est ce truc d'amour-haine, tu vois. Tu détestes ton colonisateur, mais en même temps, tu veux reproduire comme lui, parce que c'est ton modèle, tu vois. Mais là, en l'occurrence, il est clairement là encore. Enfin, là, si on parle, ça n'a pas disparu. Hein. Si on parle des anciens protectorats français ou anglais, ou des anciennes colonies françaises, en fait, la présence, elle est clairement encore là. Pour moi, c'est les modes de gouvernance qui ont changé en vrai. Oui.
que ce soit à travers le franc CFA en Afrique ou les instituts français du côté de la culture, en fait, on se demande en quoi est-ce que ces pays sont réellement des anciennes colonies, vraiment, tu vois. Ouais. Du coup, l'indépendance, c'est quoi, enfin... Moi, c'est juste un papier signé, tu vois. Ouais, bah du coup, on en est où, quoi, tu vois. Ouais, en fait, du coup, on est dans ce que dit, en tout cas, dans ce que l'extrême droite et la droite française et une partie de la gauche française dit l'islamo-gauchisme, mais c'est qu'on est dans une période post-coloniale. Et que du coup les colonies n'ont plus effet physiquement, mais qu'elles ont effet psychologiquement sur des rapports marchands, sur des rapports culturels, sur des rapports d'innovation, sur des modèles politiques aussi. On impose des démocraties, des machins, tu vois. Et que du coup en fait on est dans ce qu'on appelle aussi un néocolonialisme, en fait, bêtement. Et que en fait c'est ça, toutes ces industries culturelles, mais pas que l'industrie culturelle, mais aussi les modèles économiques, les modèles politiques, les modèles culturels sont en fait une forme de mise au pas des anciennes colonies. Et du coup en fait parce qu'il y a eu une lutte armée, c'était plus possible de tenir physiquement. Du coup il y a quand même eu un retrait physique, mais toujours Ça, merci. Merci beaucoup. Ouais, c'est cool. Malgré le retrait physique, il y a toujours des grappins autres, quoi. Et du coup, d'ailleurs, le retrait physique a été négocié pour avoir des emprises économiques, culturelles, etc. Donc, c'est sûr que moi, ça me fait marrer quand on parle de décolonisation, de processus décolonial, t'es là. Ouais, mais il est juste physique, tu vois. Le reste existe, tu vois. Et puis qu'en fait, quand il y a des trucs des processus révolutionnaires ou décoloniales qui ne sont pas dans le sens de l'hégémonie culturelle, politique et marchande de l'Occident, en fait, on fait des coups d'État, on investit des milliards, on va faire une guerre, ou on met nos services secrets dessus, tu vois. Bon quoi ? Ou on met nos services secrets dessus, tu vois. Ah ouais, mais ça de toute façon. Tu vois, toute l'histoire de l'Amérique du Sud, c'est la CIA, c'est des coups d'État, c'est par les États-Unis, tu vois, des trucs comme ça, tu vois. Puis pareil en Algérie, tu vois. Peut-être même qu'on est surveillé à l'heure actuelle. Ouais, c'est possible. Et d'ailleurs, avec la nouvelle loi suisse, c'est bon, maintenant ce qu'on a dit, là, je pense qu'on est fichés terroristes, tu vois. J'espère qu'ils nous ont pas écoutés, quoi. T'as ton téléphone sur toi ? Bah alors c'est possible, ouais. C'est possible. Il va falloir éteindre le téléphone maintenant quand on a des simples discussions politiques. Ouais, il faudra faire même plus qu'éteindre le téléphone parce que il faudra surtout laisser le téléphone dans une autre pièce. Ouais. Ouais. Peut-être qu'il va falloir faire des tutos sur Instagram. C'est chaud, hein, si tu veux avoir les tutos, tu peux te ficher. Tu vas y dire. Mais tu passes par un VPN et puis tu ouvres un compte. Un faux compte, un compte photo, mais par un VPN, ouais, c'est bon. Depuis je sais pas où. Ouais, faut faire ça. Bon, faut faire attention, faut pas que ça retombe sur quelqu'un d'autre, quoi. Ouais. Mais malheureusement, on est en train d'en arriver là gentiment, quoi. Sinon, il faut faire une discussion réelle, tu vois. Tu laisses le téléphone ou l'ordinateur dans une pièce. Ouais, mais voilà. Comment est-ce que je peux te faire confiance ? Ah bah ça. Tu sais, moi j'ai grandi en Iran pendant 2 ans, mais je suis né après la Révolution, mais je suis né là-bas, j'ai grandi là-bas. En 84. 84. Et les membres de ma famille proches, premier degré de ma famille, ont pour la plupart participé à la Révolution dans différents groupes révolutionnaires. Ouais. Et un truc qu'on m'a souvent raconté, c'est que même entre frères et sœurs, on se faisait pas confiance. Bah ouais. C'est-à-dire que je pense que c'est un contexte aussi hyper particulier. Tu vois, là, on n'est pas dans un contexte révolutionnaire, du coup, on peut plus facilement donner la confiance. Tandis que quand tu es dans un contexte où en fait tu risques ta vie, où c'est révolutionnaire, vraiment, où il y a des armes, il y a des conflits,
bah du coup, je pense que ouais, ça arrive jusqu'au moment où en fait, tu peux plus faire confiance à ton frère, ta sœur, quoi. Oui, bien sûr, c'est pas du tout les mêmes contextes, mais en l'occurrence, quelque part, au niveau humain et relationnel, et on arrive un peu à des choses similaires. Enfin, c'est-à-dire Je sais pas. de ne plus pouvoir s'exprimer ouvertement, Oui, de peur ok, qu'on soit, ouais. Mais tu vois, enfin, on là soit on l'a dénoncé. fait, tu vois, je te connais app. Du coup, je pourrais me dire et flipper, tu vois. Mais vu que c'est pas un contexte si répressif que ce qu'il y a eu en Iran pendant la révolution, du coup, ma confiance elle est plus grande. Oui, bien sûr qu'elle est plus grande, mais c'est que le début. Enfin, Ouais, ah oui, oui, si c'est dans un truc de processus, oui, clairement. c'est que le clairement. début, tu Oui, vois. oui. C'est sûr, et que si ça peut être pire dans 10 ans, c'est clair que non, je pense que si on se connaît pas, on n'aurait jamais eu ce genre de Bah, discussion. c'est ça, si dans 5 ans on se rend compte que il y a plein de personnes qui ont fini en prison à cause de discussions ou de réunions, tu vois. Ouais, ouais. Bah, je peux t'assurer qu'en soirée, on réfléchira à 2 fois avant d'avoir ce genre de discussion. Ah, mais c'est clair. En fait, moi, je pense même plutôt, je vais en soirée et dans ma tête d'aller en soirée, c'est ne pas dire, ne pas dire, ne pas parler, ne pas parler. Tu vois. Et c'est juste, en fait, tu mets de côté. À fond, ouais. Comme ça, je l'ai vu en Algérie aussi. C'était marrant parce que c'était avant même le mouvement populaire en Algérie, tu vois. Puis, du coup, j'avais été un peu en mode, je voulais écrire un truc sur l'Algérie, tout ça. Je me suis dit, ouais, faut que j'y aille. Faut parler aux gens, tu vois. Les gens ne parlaient pas de ça parce qu'en fait, parler de politique en Algérie, c'est synonyme de potentiellement finir en prison, tu sais pas pendant combien de temps. C'était quand ça? C'était en 2018. Ok. T'es resté combien de temps? Je suis resté 4 mois. C'est 4 mois. Puis t'es allé pour enquêter? Ouais, à fond. C'était infructueux, c'était très difficile. Du coup, j'étais hyper deg quand en 2019, en fait, il y a eu ce hirak justement qui a libéré la parole aussi dans l'espace public. Les gens C'est quoi? Tu peux expliquer ce que c'est? Le hirak, ouais. Ouais, c'est en gros, c'est un gros mouvement populaire qui a regroupé plein de différentes parties de la population algérienne qui en fait s'est révoltée contre cette espèce de mainmise de l'armée en fait du FLN en fait et de l'armée depuis la révolution algérienne en fait depuis l'indépendance algérienne en 62 quoi, qui a pris différentes formes et tout ça après je sais pas, c'est long à expliquer, mais du coup, en gros, il y a eu la révolution algérienne, il y a eu un FLN, il y a eu un parti unique, il y a eu une guerre civile, où justement, cette guerre civile, le nœud du problème, c'est que c'était un parti unique qui était du coup contrôlé par beaucoup de militaires de la révolution algérienne. Et il y a eu des émeutes, il y a eu l'armée qui a été engagée, il y a eu un coup d'état qui s'est fait. Et du coup, on a imposé une sorte de multipartisme et de façade, tu vois. Et la plupart des partis, les deux gros partis, il y avait le FLN et le gros parti d'opposition qui était le RND, qui était en fait un simili du FLN. Et du coup, ces deux-là ont fait la politique en fait de l'Algérie depuis 1962 jusqu'à maintenant. Et du coup, en fait, tout est copinage, tout est corruption, tout est vente en fait des richesses minières, pétrolières, gazières, énergétiques de l'Algérie, au détriment en fait d'un État régalien qui est censé assurer un peu les infrastructures basiques d'un pays. Et aussi d'assumer une liberté d'expression, une liberté politique, une liberté religieuse. Du coup, ça a duré très longtemps, il y a eu une guerre civile, ça a tétanisé les Algériens, les Algériennes, du coup, ne parlaient plus politique parce que c'était beaucoup trop chaud. Et en 2019, il y a eu ce gros mouvement social, le Hirak, quoi, qui a en fait poussé l'ancien président Bouteflika à annuler sa candidature pour un 5e mandat. Et du coup, en plus de l'annulation de son 5e mandat, ce qu'il voulait, c'était juste une refonte de la Constitution, un changement du système politique global algérien. Et bon, voilà.
là, il n'y a pas eu, c'est pas parti en guerre civile, mais il y a eu des manœuvres politiques et puis on a fait des élections pour élire un nouveau président, mais qui est toujours en lien avec les états-majors algériens. Une élection qui a été boycottée à plus de 60% par les Algériens et les Algériennes. Ce truc où finalement, du coup, on a un nouveau président, mais en fait, ce président... en fait, il représente pas personne en fait, tu vois, il a 40% de vote, c'est un peu son électorat, c'est les gens qui détiennent les principaux pôles de pouvoir de l'Algérie qui ont voté pour eux, quoi. Et du coup, après il y a eu le coronavirus, du coup les manifestations sont arrêtées pendant une année et ça a repris. Et du coup là, le processus... je dirais pas révolutionnaire parce que c'est pas une révolution, mais le processus du mouvement social a changé, surtout en fait dans la façon, enfin les gens continuent, tu vois, à manifester, à faire des choses, mais ce qui a changé dans le processus, c'est la répression de l'État. Et là il y a des intellectuels qui sont emprisonnés, des journalistes, des militantes de base, des gens qui publient des posts sur Facebook et qui se font arrêter du jour au lendemain à leur travail. Et ils disparaissent en fait. Ils disparaissent, ils finissent dans les prisons et on ne sait pas dans quelle prison, on ne sait pas pour combien de temps, on ne sait pas quand est-ce que ce sera leur jugement. Et c'est juste des gens en fait qui dénoncent un système de corruption, de mafia, de Isaba comme ils disent là-bas. Et du coup ouais. Enfin, ils sont en train de mater en fait, si tu veux, ce mouvement social par la répression, pas par les armes, mais par la prison, par des inculpations, par des jugements, et souvent les principales charges qui sont retenues, c'est démoralisation de l'armée algérienne, du coup en fait de l'identité nationale de l'Algérie, et ou alors pour complotisme intérieur. En gros, ce qu'on dirait en Europe du terrorisme, quoi. En fait, l'idée de déstabiliser l'État et de le détruire, quoi. Ennemi de l'État, quoi. Ennemi de l'État, et du coup, alors que les revendications sont autres, c'est des revendications qui sont sociales, il y a beaucoup de gens qui sont aussi très attachés à la nation algérienne, qui sont très patriotes, tu vois. Et du coup, c'est pas ce truc de... c'est pas des traîtres, mais ils sont qualifiés comme des traîtres, tu vois. Et ouais, du coup, il y a ça qui se passe. Beaucoup d'interpellations. Maintenant que les manifs ont repris aussi, beaucoup plus de violences policières qui s'était passé il y a une année ou deux. Et voilà, en fait, puis aussi, c'est aussi ces manifestants algériens qui ont déjà fait une révolution armée dans les années 90, avec différents acteurs, mais je ne suis pas trop épanché là-dessus parce que c'est vraiment très long aussi, puis c'est très complexe. Mais en gros, il y a un peu dans la société algérienne cette idée que la révolution par les armes c'était un échec et c'était un traumatisme et que ça a débouché sur 10 ans de guerre civile, un peu comme ce qui se passe en fait en Syrie un peu aujourd'hui, quoi. Et du coup ils n'ont pas du tout envie de faire ça, du coup ils continuent à faire des manifestations, à publier des trucs, à écrire des choses dans différents médias, des automédias, quoi, enfin des médias qui sont faits par des militants et des militantes. Des réunions et tout ça, mais qui sont très réprimés et qui, à mon avis, juste démontrent l'envie de l'État algérien en fait de museler en fait la parole critique par une répression hyper violente. C'est-à-dire un post sur Facebook en disant j'ai envie que l'État algérien soit démocratique et ne soit pas dirigé par une bande de mafieux. Ça suffit à te faire arrêter, à te faire emprisonner pour tu ne sais pas combien de temps. Et que, du coup, c'est à mon avis une politique de la répression et de la démonstration par le découragement. En gros, on te dit ouais, en fait, il faut que tu arrêtes de parler de politique. Il faut que tu acceptes la chose. Parce que si tu le fais, en fait, tu vas te faire emprisonner, ou tes proches vont se faire emprisonner, et en fait arrête de parler de politique et juste accepte-la, tu vois. Et du coup ouais,
c'est un peu ça, j'ai l'impression en Algérie maintenant, tu vois. Est-ce que tu dirais que l'Algérie est une dictature, le gouvernement algérien est une dictature? Ouais, c'est clairement une dictature, c'est une dictature militaire. Merci de me montrer Le pays, il est à 3 pôles de pouvoir. Il a la présidence, il a l'armée de terre et les services secrets. Et en fait, si tu veux, le partage du pouvoir se joue entre ces 3 pôles. Et ces 3 pôles sont en guerre pour le pouvoir sur l'Algérie, mais les citoyens, les citoyennes n'ont pas accès à ça, tu vois. Et du coup, en fait, c'est juste des grandes familles de militaires qui ont investi ces 3 pôles et qui les gardent. Et entre eux, ces familles, tu vois, c'est presque un peu tribal comme ça, où il y a une guerre un peu tribale, mais entre ces familles, ils se partagent le pouvoir en Algérie. Et en fait, si tu veux, le véritable conflit de pouvoir politique, il se passe entre ces 3 pôles. Et les citoyens, ils sont en dehors de ça. Et les citoyennes, pareil, tu vois. Et du coup, en fait, c'est juste une dictature de militaires qui ont investi ces 3 pôles de pouvoir. Et que en fait, depuis 62, même avant 62, pendant la guerre décoloniale, il y a eu des divergences quant à ce que devait être l'Algérie. Et il y a des militaires qui ont voulu garder le pouvoir, il y a d'autres militaires qui disaient en fait il faut le lâcher, il faut en faire une démocratie, une sorte de république à la française un peu. Donc en fait c'est des personnalités civiles qui vont se présenter, qui vont représenter différentes parties des citoyens et des citoyennes. Et du coup en fait il y a eu des assassinats là-dedans et tout ça, et plutôt les personnes qui penchaient pour que l'armée en fait lâche le pouvoir à l'indépendance et redonne ce pouvoir à la société civile, et ils se sont fait assassiner ou ils ont dû partir en exil, et du coup c'est vraiment des militaires qui ont gardé ça. Et depuis 62 en fait l'Algérie elle a une façade démocratique républicaine, mais en fait derrière c'est une dictature militaire qui tient les choses, et en fait depuis 62 jusqu'à maintenant en fait. Voilà. Est-ce que Fanon il avait un peu annoncé tout ce qui allait se passer? Je sais pas, c'est chaud à dire parce que j'ai pas assez lu Fanon pour te répondre à ça. Ce que je sais c'est que Fanon il a travaillé comme psychiatre dans un hôpital à Blida, mais du coup dans un hôpital psychiatrique de l'armée française, en douce il faisait rentrer un peu des révolutionnaires pour les cacher et tout ça, que à travers les différents traumatismes, que ce soit de soldats français, de citoyennes français, d'Algériens, d'Algériennes, il a eu une analyse sur la révolution et qui l'a poussé à en fait quitter ça et à rejoindre le FLN. Et il avait un rôle de diplomate ou de personnalité de référence à l'étranger qui négociait pour le FLN, de représentant en fait, un peu. Notamment dans d'autres pays qui étaient en processus de décolonisation et tout ça. Et du coup, je sais qu'il est mort aussi d'une leucémie assez jeune, et je pense qu'il n'a pas... Enfin, je pense qu'il devait avoir accès un peu au conflit, mais je pense qu'il n'a pas vu la fin aussi. Et j'ai pas assez lu pour répondre à ta question, mais c'est un peu ce que je sais de Fanon. Voilà. Du coup, il était aussi un peu théoricien au sein du FLN. Je sais pas s'il était théoricien au sein du FLN. C'est un peu trop deep et c'est au-delà de mes connaissances. Du coup, je sais pas. Mais je sais qu'il a écrit, qu'il a théorisé la révolution algérienne, une partie. Mais je sais pas à quel point ses écrits, ses pensées étaient acceptés ou sains ou pas, et à quel point. Je sais pas. Je sais qu'il y a eu beaucoup de théories aussi sur la révolution algérienne. Et t'as lu Fanon par rapport à la violence justement? Et du coup, t'en penses quoi? Parce qu'en fait, dans toute ton analyse, à un moment tu as dit que finalement c'est à cause de la décolonisation par la violence et les armes que l'Algérie s'est retrouvée
dans un état de guerre civile qui en fait s'est transformé en une dictature progressivement. C'est ce que tu as dit, non? Ouais. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a eu le processus décolonial, en fait, il a pas pu se faire entre guillemets pacifiquement. C'est pas parce qu'en fait tu demandes à des colonisateurs de dire en fait vous êtes en train de me coloniser, quand même c'est pas cool, les gens sont pas contents, s'il y a eu des colonisations, c'est aussi parce qu'il y a eu une guerre et qu'il y a eu de la violence. Oui, bien sûr. Et qu'il y a eu du coup un rapport de force. Et que c'est pas pour rien que cette guerre non plus elle a duré 7 ans. Au début l'armée française et le gouvernement français voulaient la mater par la force mais n'a pas réussi. Mais ce que je voulais dire dans cette violence, c'est qu'en fait il y a eu souvent on présente la révolution ou les révolutionnaires comme une entité, mais en fait aussi ce qu'il faut voir, c'est que dans les révolutions, dans une révolution, il y a une multitude d'acteurs et ils ont des idées politiques différentes. Et du coup il y a aussi, en plus d'un conflit entre deux belligérants hyper clairs, la France et l'Algérie dans ce cas, il y a aussi un conflit interne. Comme il y a eu un conflit interne aussi en France, tu vois, entre les partisans d'une décolonisation ou des partisans de l'Algérie française, comme l'OAS qui a fait des attentats, qui a essayé de faire un coup d'État, etc. etc. Et du coup, dans les révolutionnaires algériens, en fait, il y avait différentes visions politiques de l'Algérie. Et que, du coup, ça a créé un conflit interne qui a été violent où il y a des gens qui se sont fait assassiner, il y a des gens qui se sont fait enfermer et qui a été au profit en fait de ce que je voulais dire aussi de la caste de dirigeants qu'il y a aujourd'hui, tu vois. En fait, c'est les descendants de ça et en fait ils gardent un peu cette même politique. C'est-à-dire qu'ils ont le pouvoir, ils veulent le monopoliser et ils donnent une façade démocratique, quoi. Et en fait c'est un peu ce que je suis en train d'étudier ces temps-là et du coup je sais pas. Mais, comment ça se fait que tu t'es autant intéressé à tout ça? Parce que mon père il est algérien, qu'il a grandi, il est né en Algérie française. Il a vécu la décolonisation de l'Algérie et puis ensuite il a bougé en France dans un premier temps. Il a combattu? Non, il était trop jeune. Il y a 2-3 anecdotes où il me disait qu'il lançait des pierres sur des soldats français un peu vers la fin. Mais non, il est né en 52, la décolonisation officielle c'est en 62. Tu vois. Du coup, il a fait 10 ans sous domination française. Par contre, il a vu la violence de la guerre d'indépendance. Mon grand-père était un militant politique, pas de terrain, mais politique. Et son frère était un maquisard, quoi. Enfin, il avait pris les armes et tout ça, il s'est fait arrêter par l'armée française, il s'est fait torturer, etc. Mais du coup, ouais, lui il était trop jeune pour être militant. Mais du coup il a été baigné dans une culture militante de l'indépendance algérienne. Et avec aussi une idéologie propre. C'est ça que je disais en fait. Il y a une révolution, mais il y a des révolutionnaires, il y a différentes idées de l'Algérie. Et par exemple, dans ma famille, ça a été. C'est une famille très conservatrice sur l'islam et tout ça. C'est un islam assez. Je sais pas, j'ai pas envie de dire rigoriste parce que c'est très mal compris ici en Europe, tu vois, mais en gros. Ils sont un peu dans un islam où en fait l'Algérie c'est une terre musulmane, du coup il y a une culture, des valeurs et ce truc de en fait faut que les femmes soient voilées, il faut des mosquées, il faut faire la prière, il faut avoir une éducation religieuse à l'école, etc. Mais sans être dans un islamisme fasciste un peu comme Daesh ou machin, enfin c'est un peu un entre-deux, on va dire, avec lequel je suis en gros décalage, mais... Pourquoi tant décalage? Je sais pas, parce que je suis né en Suisse, parce que j'ai été vécu pourtant là-dedans, hein, tu vois, je faisais la prière 5 fois par jour, j'ai appris plein de Coran par cœur, j'ai appris l'arabe. T'aimes toujours l'islam? Ouais, grave, ouais.
moi j'ai pas un problème avec l'islam, j'ai pas un problème avec aucune religion en fait. J'ai un problème avec des idées politiques en fait. C'est plutôt ça en fait. Et qu'en fait une idée politique utilise une religion ou n'importe quoi en fait, ça me pose problème en fait. Moi je suis pas religieux, mais en fait ça me dérange pas du tout de vivre avec des gens religieux, machin en fait, juste vis ta vie en fait. Vis ta vie, fais tes trucs, tant qu'en fait tout le monde est libre en fait. C'est très bateau de dire ça, hein, c'est très... Mais c'est pas si simple. Mais c'est pas si simple, ouais, non, c'est clair. En fait, ça n'est jamais arrivé, mais pour moi, un peu, mon truc, c'est en fait, si tu veux être religieux, en fait, fais ton truc. Et puis, si t'as des enfants, apprends-leur ça, en fait. Mais impose-leur pas ça, tu vois. Qu'est-ce qui t'a transmis ces valeurs spirituelles? Mes deux parents sont musulmans. Hein. Et je sais pas. Du coup, j'ai baigné dedans dans ces valeurs spirituelles et tout ça. Et après, je sais pas, en grandissant aussi, j'ai vu qu'il y avait dans la même spiritualité différentes façons de la vivre, déjà. Et du coup, déjà, je me suis dit, en fait, mes parents n'ont pas le monopole en fait, de la religion, de la spiritualité. Ils m'ont appris quelque chose et une façon de vivre une spiritualité. Et en fait, je vois qu'il y a plein d'autres trucs. Puis après, je sais pas, j'ai aussi fait des trucs, je suis parti un peu à l'étranger tout seul, j'ai fait des études, je fais des trucs. Puis du coup, petit à petit aussi, j'ai eu des contacts avec d'autres milieux, d'autres gens, d'autres façons de penser. Puis je pense que tout ça a permis de créer un peu ma pensée où en fait, je me suis petit à petit un peu distancié de la religion parce que c'est pas un système de pensée qui me convient quoi. Et que... La religion, tu veux dire quelle religion? La religion c'est quoi? Ouais, je dis pour moi c'est l'islam, mais tu vois, mais en fait a priori pour moi quand je dis la religion c'est un peu n'importe quelle religion. Enfin. Tu parles du dogme religieux. Ouais, c'est ce truc de dogme religieux, tu vois. Et après c'est vrai que, je connais plein de gens qui sont musulmans et ils sont pas dans ce truc dogmatique de la religion, tu vois. Dans ce truc de quoi? Dogmatique de la religion, tu vois. Et du coup ils questionnent la religion et ses normes, ils essaient de la changer et tout ça, tu vois. Et du coup je me sens beaucoup plus proche de ces personnes-là que des personnes dogmatiques. Parce que en fait je pense que la pensée c'est aussi un processus et que ça peut pas être figé. Tu connais l'imam Ali? Ouais, ça me dit quelque chose. C'est le premier imam des chiites. Oui, c'est ça. Mais c'est un des 4 califes, non? Oui, il a été à un moment donné, il a été obligé parce que personne d'autre voulait. Voilà. C'est là où il y a eu cette grande première scission dans l'islam entre sunnites et chiites. Juste après, ouais. À ce moment-là. Et il y a un hadith de l'imam Ali qui dit ne croyez jamais quelque chose que vous n'avez pas vu. Ok, ouais, c'est pas mal ça. Ça m'intéresse quoi, mais du coup c'est très anti-religieux ça pour le coup. Non, c'est mystique. C'est très spirituel en fait. Je sais pas, parce que par exemple la figure de Dieu on la voit jamais. Tu sais, dans l'histoire, il y a des personnages comme Halaj. Tu connais Halaj? Non, je connais pas. C'est un mystique qui est mort pendu parce qu'il a dit Anal Haq. Ok. Dans le soufisme, en fait, il y a beaucoup de personnes spirituelles qui à un moment donné, ont raconté leur rencontre avec Dieu. Donc, il y a des personnes qui... Je connaissais pas. Je vais juste me rouler une petite clope. Ouais, je t'en prie. Et à noir, tu peux te voler encore de la cigare? C'était régal au niveau des sauces aujourd'hui. Mothers, cops, fathers, cops, teachers, cops, everywhere, cops, teachers, cops, leaders, cops, neighbors, cops, everywhere,
cops. They don't want you to be free. Be what you wanna be. See what you wanna see. Some friends are just like cops. I am my worst enemy. When hatred is hitting me, violence is hitting me. Allahu Nuru, as-samawati wal-ard. Allahu Nuru, as-samawati wal-ard. Allahu Nuru, as-samawati wal-ard. Allahu Nuru, as-samawati wal-ard. Mothers, cops, fathers, cops, teachers, cops, everywhere, cops, teachers, cops, leaders, cops, winners, cops, losers, cops, everywhere, cops, everywhere, cops, everywhere, cops, museums, cops. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Allahu Nuru, as-samawati wal-ard. 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 Allahu Nuru, as-samawati